Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Dana White a annoncé l'UFC 291 qui aura lieu le 29 juillet prochain, Salt Lake City dans l'Utah. D'habitude, on est plutôt d'humeur feutrée dans cet état des États-Unis, mais là, attention, ça va être la folie parce que tout simplement pour moi, l'événement le plus fou de l'histoire de l'organisation, mais, et c'est pas un petit mais. Oh, mais oh non, mais je viens de réaliser, Utah, c'est en altitude. Oui, c'est en altitude, mais juste avant, on va avoir tellement de questions et tellement de réponses, Big Rusty. C'est parti pour le générique de cet événement avec le nouveau BMF générique. Soit. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec une Unibet. Et vous allez être ravis parce que pour la première fois depuis très longtemps, nous ne sommes pas d'accord, Big Rusty et moi-même, puisque moi je suis très chaud sur cet event où clairement l'UFC a oublié tout sens moral, toute logique sportive. Non, là ils y vont pour les fans, ils y vont full blast. Et d'habitude, vous vous souvenez, chaque carte UFC, il y a ce petit combat d'ouverture de carte qui est en gros fait d'ouverture de main card qui est fait pour que le public arrive assez tôt. Bah là la carte ce n'est que des combats comme ça, donc c'est pour ça que moi je suis en kiff, mais vraiment. Donc main event de Dustin Poirier contre Justin Gaethje, co-main event Jan Blachowicz Alex Pereira, co-main event Tony Ferguson contre Bobby Green, Paulo Costa contre Ikram Aliskerov qui est hyper intéressant. Bon, voilà, c'est là le nœud du problème avec Big Rusty. Stephen Thompson contre Michel Pereira, Derrick Lewis contre Marcos Rogerio de Lima. Si Derrick Lewis perd, là, il faudra penser à la retraite. Et Michael Chiesa contre Kevin Holland. Je suis en kiff. Big Rusty, oui. Qu'est-ce que tu penses de cette carte-là? Mais déjà, est-ce que tu peux évoquer ce point important de l'Utah et du fait que ce soit au Delta Center? Ah purée, bah déjà ça me frustre de ouf parce que la carte est ouf, mais là ça change tout parce que Utah, si je ne dis pas de bêtises, c'est là par exemple qu'il y avait eu le deuxième combat entre Kamaru Usman et Leon Edwards, et c'est la raison pour laquelle Leon Edwards était complètement apathique et immobile amorphe, voilà, sur les 3 rounds pendant les 5, tout simplement parce qu'en altitude, du coup, les mecs sont crevés 2 fois plus vite. Et il me semble d'ailleurs que c'était sur cette carte aussi qu'on avait eu Luke Rockhold contre Paulo Costa. Et c'était, voilà, en fait, les deux étaient archi morts. Bon, il y avait une pété aussi, Luke Rockhold, mais les deux étaient archi morts assez rapidement. Combattre en altitude, c'est vraiment le mauvais bail, en fait, pour le divertissement, dans le sens, enfin, les deux seront crevés plus vite, donc on peut le voir de ce côté-là aussi, qui est que donc ils vont être au bout de leur force et ils vont devoir donner jusqu'au fin fond de leur âme assez rapidement. Donc ça fait des combats où les gens donnent leur vie, mais en termes de compétences, du coup, c'est chiant parce que ils seront pas au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Ils seront très rapidement moins vifs, très rapidement moins forts, très rapidement avec des moins grosses capacités respiratoires. Enfin. Ça va quand même beaucoup jouer sur les combats et c'est dommage parce que pour une carte comme ça où c'est que des bangers, à part Paulo Costa versus Aliskerov, là on va se donner des coups de barre de fer, mais elle est tellement incroyable cette carte que ils ont une bonne raison sûrement, hein. Peut-être que l'État de l'Utah participe énormément financièrement. Que oui, c'est ce qu'ils avaient dit la dernière fois, ouais, lors du dernier événement, qui avait été vraiment une réussite et en gros ils voulaient y revenir et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils les gâtent avec une très grosse carte. Mais après, et ça c'est ce qui est important, les combattants peuvent venir un petit peu plus tôt dans l'Utah, mais bien évidemment, ils viennent à leur charge, hein. Ce n'est à leurs frais, ce n'est pas l'UFC qui s'occupe de tout ça. Mais et oui, ce qui est intéressant aussi, c'est à mon avis Dustin Poirier, je pense qu'il a tout intérêt à venir avec un peu d'avance parce que Justin Gaethje qui s'entraîne dans le Colorado, lui il a l'habitude, donc ça devrait pas trop le changer. Donc Big Rusty, là où il y a vraiment un point de divergence sur le papier, moi je trouve que les combats ont du sens. Derrick Lewis c'est un petit peu un combat pour lui permettre de repartir de l'avant après la très mauvaise passe qu'il traverse. Stephen Thompson, Michel Pereira était déjà prévu à l'UFC 289, là c'est décalé évidemment. Tony Ferguson, Bobby Green, j'ai pas de problème parce qu'on regarde de l'état de la carrière de Tony Ferguson aujourd'hui, il lui faut ce genre de gars, un mec qui lui permet d'être, il reste un petit état de flow chez Tony Ferguson, de l'atteinte. S'il perd, là, faut vraiment dire game over pour lui. Non, là où il y a des questions qui se posent, c'est pour Paulo Costa contre Aliskerov. Donc Paulo Costa, le deuxième combat de suite pour lui dans l'Utah après son dernier combat contre Luke Rockhold. Ouais. Vous le savez, il y a eu tous ces problèmes de négociation de salaire avec l'UFC. Finalement, il a re-signé pour
selon le manager de Paulo Costa, ça n'a pas été confirmé par l'UFC bien évidemment. Et sa copine aussi, ce qui est marrant. Exactement, pour 1 million par combat. Et donc là, premier combat pour Paulo Costa dans ce nouveau contrat, qui est un combat bourbier puisque il n'a rien à gagner. On voit clairement que l'UFC a envie de faire monter Aliskerov et ça peut poser problème. Moi, je suis très chaud pour ça. Pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce que je suis chaud pour ça ? Un peu à la manière de ce qui se passe pour Sean Strickland qui affronte prochainement Big Rusty, rappelle-moi son nom. Abus Magomedov. Exactement. Moi, j'aime bien ces combats-là pour les gars comme Paulo Costa, comme Sean Strickland, qui sont dans une catégorie middleweight où la catégorie est bouchée, ils ont déjà perdu contre le champion ou alors contre un mec qui était bien classé. Et donc aujourd'hui, quand on regarde qui est prévu pour eux, il y a personne qui peut leur permettre de monter. Donc tant qu'à faire, autant regarder derrière. Et puis surtout, que ce soit Sean Strickland ou Paulo Costa, ils ont, à mon sens, déjà montré leurs limites. Quand ils ont eu des gros tests, pour Paulo Costa, il aurait pu avoir un deuxième vrai gros test, parce que Marvin Vettori, j'ai exclu ce combat-là, puisque Paulo Costa était arrivé, enfin, ça n'avait aucun sens, de toute façon, la Fight Week. Et il a perdu contre Adesanya, il y a eu tous ces problèmes de négociation de salaire, et donc moi je me dis, ça peut être une occasion pour l'UFC de faire monter un nouveau talent qui a vraiment impressionné. Et donc c'est pour ça que moi, honnêtement, ça ne me dérange pas qu'il y ait ce combat entre Paulo Costa et Aliskerov. Moi, ça me saoule. En vrai, je trouve que c'est vraiment pas cool parce que, bon, évidemment... Tout ça parce que tu kiffes le Twitter de Paulo Costa. Oui, mais ça n'a rien à voir. Non, déjà, ce qui est quand même assez marrant, c'est qu'ils fassent... de la même manière qu'ils font toutes ces annonces, est-ce que c'est une coïncidence ? Je ne sais pas. Alors, c'était le lendemain ou le jour même de l'annonce de Francis Ngannou, parce qu'il y a pas mal de gens sur Internet qui commencent à dire, dès qu'il va y avoir une grosse annonce pour Francis ou un gros combat, c'est-à-dire quand il va faire son combat en boxe anglaise, il y a pas mal de gens qui disent sur Internet, t'inquiète pas que le même week-end, l'UFC va prévoir un énorme événement pour essayer de bien couper l'herbe sous le pied de cet événement-là et faire redescendre les chiffres pour Francis. Que ce soit une coïncidence ou pas, bah du coup là ils ont fait ces énormes annonces le lendemain de l'annonce de Francis, mais de la même manière que c'est potentiellement de la filouterie. Là en vrai, je trouve que c'est vraiment un manque de respect envers Paulo Costa parce que il est 5e mondial. Alors oui, il leur casse les pieds. Oui, il est chiant, mais à juste raison. Il veut juste ce qu'il mérite en termes de salaire. Bon, d'accord, l'UFC sont en mode, dans ce cas-là, pas de souci, mais on va te mettre le numéro 15 000. Et en gros, oui, il a rien à gagner. Tout ce qu'il a gagné, c'est d'avoir son payday, c'est-à-dire de gagner l'argent pour lequel il a réussi à négocier. Mais il y avait quand même d'autres gens. Alors, je suis d'accord avec la logique de, là, il a déjà affronté et perdu très clairement contre Adesanya, qui est redevenu le champion, donc c'est compliqué. Mais de là à lui mettre un mec qui est même pas classé, je trouve que c'est dur. Et en plus de ça, moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est de lui mettre un gars contre lequel il n'a rien à gagner et tout à perdre, ce qui est quand même pas cool, parce que Paulo Costa, c'est pas une méga star, mais c'est quand même une des grosses personnalités des préférés des fans de l'UFC. Et là, de lui mettre un gars contre lequel il a tout à perdre, je trouve que c'est vraiment un peu une crotte de nez, quoi. C'est bon, ok, t'as réussi, tu nous as vraiment bien fait chier avec ton salaire, maintenant on va te faire chier avec le matchmaking. Et c'est dommage quand tu sais, honnêtement, moi je n'aurais pas dit non à un Costa versus Strickland. Tant qu'à faire des combats où les deux ont prouvé qu'ils avaient montré leurs limites, enfin ils n'ont pas prouvé qu'ils avaient montré leurs limites, mais où ils ont montré leurs limites, faisons un combat entre les deux. Enfin, déjà, ça m'énerve parce que le combat Costa versus... vraiment, du sel, là. Aujourd'hui, c'est du sel. Déjà, le fait que le fameux Costa versus Khamzat, on en entend parler, ils nous font saliver depuis je sais pas combien de temps. Après, l'UFC n'a jamais rien promis. Mais c'est quand même dans les cartons et on entend à droite, à gauche et par tous les médias interposés que c'était en négociation, tout ça. Tout ça pour arriver sur un Khamzat contre Ousmane et un Costa contre Aliskerov. De Costa contre Aliskerov, ça va être intéressant, ouais, mais c'est beaucoup moins intéressant et beaucoup moins intriguant que Costa contre Khamzat. Khamzat contre Ousmane, moi, j'en avais parlé, je suis pas non, c'est bien, mais je trouve ça beaucoup moins bandant que d'avoir un combat contre Paulo Costa qui aurait été intéressant, 1 au niveau sportif et 2 en termes de hype et de build-up. Franchement, je trouve que c'est d'avoir d'un côté Paulo Costa Aliskerov et de l'autre Magomedov contre Sean Strickland. Alors, ils vont peut-être pas faire s'affronter les deux prospects, Aliskerov et Magomedov, mais au moins Costa Strickland, si tu fais pas Costa Khamzat. Là, vraiment, j'ai du mal à saisir. Et puis, faire monter Aliskerov,
Ouais, peut-être, mais ils ont une star avec Paulo Costa, profitons-en, tu sais. Alors, tu fais monter Aliskerov, mais c'est vrai qu'Aliskerov, donc, pourquoi est-ce que le gars monte? Déjà, il est très talentueux, c'est sa seule défaite en carrière, c'est face à Ramzat Chimaev. Il rentre à l'UFC par les Contender Series, premier combat à l'UFC contre Phil Hawes, donc c'est clairement pas un cadeau, il le met KO. Donc je pense que, au regard de tout ce qui se passe et de la hype autour de lui, il mérite d'avoir un mec, là c'est peut-être pas aussi haut que Costa, mais il mérite d'avoir... Ouais, voilà, pas le sein. Voilà, ouais, mais il mérite, mais il mérite... je vais me faire face planter bientôt. Et mais la vraie question pour moi autour de Paulo Costa, Rusty, c'est que fait-il aujourd'hui? Et c'est peut-être aussi pour ça que l'UFC le met face à ce gars-là, parce que aujourd'hui Paulo Costa, tu vois, il est 5e du classement, mais c'est une situation où ça fait partie de ces gars qui ont, on va dire, qui ont cette position, je vais dire historiquement. Parce que quand on regarde le run de Paulo Costa, là, ses 4 derniers combats, c'est victoire contre Yoel Romero 2019, qui lui permet d'être aussi bien classé. Ensuite, en 2020, il perd contre Adesanya. Un an après, il perd contre Marvin Vettori. Et un an plus tard, il obtient la victoire contre un Luke Rockhold qui, on l'a dit, c'était un combat qui, à partir du premier round, ça n'avait plus aucun sens. Luke Rockhold qui sortait de 3 ou 4 ans sans combattre. Et Paulo Costa reste 5e à raison d'un combat par an depuis 2019. Et donc, et toutes ces questions-là, plus le gros problème qu'il y a eu de cutting contre Marvin Vettori, où tout simplement, il n'y avait pas eu de cutting. Donc tu vois, je pense aussi que l'UFC, ils sont dans une situation où... Et j'ajoute aussi quand même le volte-face face à Robert Whittaker, où clairement, là, Enfin, on peut comprendre tout ce qui se passe, mais pour Robert Whittaker, c'était un pas cool, et je peux dire, pour l'UFC, c'était pas cool, parce que bon, là, c'est des négociations, il n'y a pas de souci, mais... Il y a eu plusieurs fois où il a fait faux bond à l'UFC et des combats qui pouvaient être intéressants aussi pour Paulo Costa dans l'optique de cas. Dans le sens, on sait que c'était très dur contre Robert Whittaker, mais c'est un move un peu à la Francis contre Cyril Gane, où sur le papier c'est un adversaire qui est très compliqué, t'as beaucoup de chances de perdre, mais si tu t'imposes, là tu mets l'UFC dans une situation qui est très très chaude parce que soit ils sont obligés de te re-signer, ou soit si tu pars, ta cote elle est tellement haute que tu fais une Francis et que t'arrives à être traité comme un roi dans une autre organisation. Et donc je pense qu'aujourd'hui Costa, il a re-signé, et l'UFC, ils ont envie de savoir où est-ce qu'il en est, et de se dire, bah ça reste quand même un nom, donc faut pas qu'il perde contre n'importe qui, et donc pour ne pas perdre contre n'importe qui, on lui met un jeune dans lequel l'UFC a pas mal d'espoir, tu vois. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qui aurait... déjà, tu sais, pour le truc avec Whittaker, je sais pas si on peut dire qu'il a fait faux bond à l'UFC, parce que d'après ce que je me souviens, c'est juste qu'il avait rien signé et que l'UFC a annoncé le combat alors que lui n'avait rien signé. Ce que lui a dit. Je crois. Oui, mais voilà. Oui, mais en fait, c'est pour ça, en fait, à chaque fois que les mecs annoncent des trucs, enfin, en gros, l'UFC avait quand même sorti le poster, tu vois, donc, enfin, je serais assez étonné que l'UFC sorte un poster, mette le lien vers la billetterie et que personne soit prévenu, parce que sinon, en vrai, pour ça, LSFC, on fait McGregor contre Mike Tyson. Ouais, vas-y, on fait ça. Ouais. Allez, let's go. Non, mais tu vois. En fait, après, on rigolait. Ouais. Mais d'un autre côté, est-ce que s'il avait signé le contrat, il aurait été tellement dans la merde si ça avait été signé qu'il avait fait vraiment faux bond pour le coup. Tu dis que t'as une blessure, tu vois. Tu dis que t'as une blessure. Ouais. Mais faut le prouver, ça, du coup, non? Je crois pas, hein, parce que la blessure, tu sais, c'est toujours, tu vois, tu te souviens quand il y avait tout ce qui se passait avec Georges Saint-Pierre et José Aldo, ça reste à la discrétion de l'athlète, et comme tous les combattants sont blessés, bah tu peux dire que, tu vois, là où un mec va combattre avec une déchirure ou un truc comme ça, toi tu dis, bah non, je peux pas combattre parce que je vais pas être à 100%, l'UFC, enfin, ils peuvent pas te forcer à combattre, tu vois. Oui, non, c'est sûr. Et puis même, je suis en train de me dire, peut-être, alors ça peut être, elle a pas arrêté alors qu'elle avait un combat de prévu, mais je pense à Rose Namajunas qui a elle-même des soucis, tu sais, plutôt psychologiques, psychiques, etc. Et du coup, bah elle est plus en état de combattre, donc il pourrait aussi dire un truc comme ça, ce qui est difficilement. Enfin bon, bref, ouais, c'est vrai qu'il y a des moyens. Mais ouais, mais du coup, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce qui aurait empêché qu'ils prennent un mec en milieu de route? Enfin vraiment, moi je te dis, ça me frustre le Sean Strickland qui était là. Non, mais moi, ce que je te dis, je pense que l'UFC, ils sont vraiment dans une situation, ils ont pas forcément abandonné Paulo Costa, mais il faut que peu importe le gagnant, ce soit intéressant pour l'UFC aussi. Et je pense que si Sean Strickland gagne, on sait à peu près où il va aller, on sait qu'il a déjà été testé, il a déjà été perdu, il a déjà perdu dans des situations où il était à ça du title shot, donc l'UFC sait qu'il n'ira pas forcément plus loin.
Alors que là, ils savent que si Paulo Costa explose Aliskerov, bah on peut repartir sur une hype autour de Paulo Costa. Si Aliskerov explose Paulo Costa, là, tu vois, je pense qu'on ira full blast sur c'est le seul mec qui a battu Ramzat, il a uniquement perdu contre Ramzat. Depuis, il est sur une impressionnante série et en plus, ça permet à l'UFC aussi de poser les jalons d'une revanche entre Aliskerov et Ramzat. Et de toute façon, et si Paulo Costa bat Aliskerov, il peut aussi affronter Ramzat par la suite. Donc je pense vraiment c'est une situation où ils se disent il faut que quoi qu'il arrive, on n'en sorte pas perdant. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, c'est vrai que eux, ils sont dans un mode, ils font de toute façon ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que c'est pour Paulo Costa et pour les fans, parce que moi, j'aurais été tellement, que ce soit là, le match-up contre Khamzat, franchement, je suis dégoûté de l'avoir perdu, on en parle depuis tellement de temps. Après, moi, je suis content aussi pour le combat contre Ousmane, hein, parce qu'on en parle depuis très longtemps, pour nous deux, je crois, hein. L'histoire de Khamzat chez welterweight n'est pas terminée, et de faire ce dernier petit push où il affronte Ousmane, ça passe contre Ousmane qui en plus stylistiquement permettrait de le tester, même si on a dit que ça devrait être, ça devait aller en faveur de Khamzat et ensuite d'avoir le title shot. Moi je suis très content parce que si ça vient être officialisé, parce que ça fait longtemps aussi que Khamzat on veut qu'il ait un combat et qu'on sache où ça va, bah on a une vraie ligne directrice, tu vois, et j'aime bien aussi. Donc non, franchement, moi ça me dérange pas forcément. Et quid du... Là aussi, moi je suis content. Moi je suis très content de cette carte-là pour le titre BMF entre Dustin Poirier et Gaethje. Je pense que les deux méritent. Il fallait qu'il y ait la revanche entre les deux parce que le premier combat était fou. Et c'était le combat, je crois que c'était le dernier combat ou l'avant-dernier combat avant que Dustin Gaethje se fasse opérer des yeux. Donc ça va être un autre délire aussi. Ça faisait très longtemps que tout le monde demandait ce combat. Enfin, moi je signe tout de suite. Et le fait que les deux aient le BMF, tu vois. Ouais, non, c'est cool. Quand Rusty avait dit il y a quelques années à propos de Darren Till, Darren Till avait dit ça, j'ai gagné ce droit, bah là on y est vraiment, tu vois. Ça fait pas. Ouais. S'il y a bien deux mecs qui méritent ça, vu ce qu'ils offrent à l'UFC à chaque sortie, c'est eux. Donc vraiment, moi ça me fait kiffer. Non mais ouais, non mais de ouf. En vrai, ça fait trop kiffer. Le fait qu'il le type BMF, évidemment que c'est un truc qui n'a aucun sens. Et le fait, en plus ça m'a fait marrer parce que Dana White dans la promo il fait. Bon, maintenant que Jorge Masvidal est à la retraite, on peut remettre le titre BMF en jeu. Le mec n'a fait que perdre depuis 4 ans. Mais j'adore le fait qu'ils s'en branlent et qu'ils aillent vraiment à fond dans le délire. Parce que c'est vrai que, pour le coup, il y avait eu un moment donné, je crois que c'est quand il avait affronté Eddie Alvarez, Justin Gaethje, où tu sais, il y avait un peu le titre officieux de mec le plus violent de l'UFC. Bah là, c'est un peu le même délire. Et alors là, j'aimerais bien que quelqu'un dans cette salle nous disent non, c'est abusé que l'un ou l'autre combatte pour un titre BMF, même si c'est honorifique, machin. Parce que là, qui d'autre à l'UFC que ces deux gars-là? Non, je suis super chaud. Franchement, et puis bah ça ne peut que être un banger. Donc c'est ça qui est incroyable. Ça ne peut que être un banger. Bangs only. Et Jan Blachowicz, Alex Pereira, je suis très content aussi parce que Alex Pereira ou Jan Blachowicz, les deux, je pense que ça les place à une victoire du title shot. Ça, c'est cohérent pour Alex Pereira parce qu'il affronte un mec qui est complet. Quand je dis qu'il est complet, c'est que Jan Blachowicz, vous le connaissez tous pour sa légendaire puissance polonaise, mais aussi pour sa lutte, puisque c'est grâce à ça qu'il s'est imposé contre Adesanya, donc il va pouvoir utiliser les deux. Et puis Alex Pereira, ça va être enfin un combat où il aura pas à faire son weight cutting de l'enfer. Donc non, j'aime beaucoup aussi le move de l'UFC pour ça, tu vois. Ouais, pareil. Bah et puis il a pas pris le mec qui stylistiquement est le plus facile pour lui, la Pereira. Mais c'est cool parce qu'il a dit oui. Et du coup, contre un gars comme Blachowicz qui a effectivement qui a fait de la lutte et qui a un passif en lutte et qui a un passif de l'avoir même utilisé en MMA et à l'UFC et qui est un vrai light heavyweight, c'est un cube Blachowicz. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que, et c'est ce que veut l'UFC, je pense, mais s'il passe le test Blachowicz, qui est un énorme test pour Pereira, après Pereira, il peut combattre pour le titre direct light heavyweight, il y a aucun problème, et c'est ça qui va être marrant, quoi. Si jamais il arrive à passer ce test, mais ce qui est pas dit. J'ai juste cette petite interrogation sur 3 mois et demi après s'être pris le premier KO de sa carrière. Ouais, par contre, c'est juste ça où, voilà, contre un mec, vous le savez, qui cogne quand même salement. J'ai petite interrogation parce qu'il a quand même déjà 35 ans, Alex Pereira. J'exclus pas qu'il se fasse déconnecter sur un coup qui aurait pu passer d'habitude, mais que là, le cerveau soit juste plus là. Voilà. Ah, mais complètement. Ouais, ça me paraît hyper tôt, 3 mois après. Ouais. Enfin, tu l'as dit, c'est pas... De toute façon, ça aurait été problématique même s'il avait pris d'autres KO dans sa carrière. Mais là, en plus, alors ça me paraît pas être le mec le plus fragile mentalement du roster, Alex Pereira, on va dire, c'est loin de là. Mais même au-delà de ça, juste physiquement,
Je vais pas m'aventurer dans des explications, il faudra demander à Clément Marcoux, mais on sait, tu sais, bon, alors évidemment, on pense toujours à Bisping contre Gastelum, mais là, je crois que c'était 1 mois pour le coup, c'était encore pire. Mais on a tellement d'exemples de gars qui se sont fait déconnecter pour la première fois, qui reviennent trop tôt et qui se sont redéconnectés immédiatement, que ça sent pas bon. Et bon, bah, il est chaud, il a accepté le combat. J'imagine qu'il a été grassement payé pour, et tant mieux pour lui. Mais ouais, le track record est pas forcément hyper bon dans ce genre de situation. Alors là, me demande pas comment on le dit en français. Hein. Ok. Tracksuit. Tracksuit. Bon, allez. Shout out ma sweet pea, ma sweet protein. Moins de 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. See ya, Mr. Rusty. See ya. On pourrait qu'on me payer